méditerranéen est à l'ordre du jour. Et hélas, la Méditerranée est devenue une frontière entre l'Afrique du Nord, d'une part, ce que l'on appelait jadis le Levant, d'autre part, et enfin l'Europe proprement dite. Depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années, je dirais même, vous pouvez voir à la télévision des images où l'on voit des Africains, où l'on voit des musulmans qui essayent de traverser la Méditerranée en espérant plutôt de trouver un refuge en Europe pour des raisons soit politiques et militaires, soit pour des raisons économiques. Il n'en a pas toujours été ainsi, quoique la Sicile a pu constituer à certains moments de son histoire une véritable forteresse. La semaine prochaine, non plus exactement ce vendredi-ci, donc dans 3 jours, je poursuivrai cette enquête en étudiant une autre région qui a servi également de frontière entre l'islam et la chrétienté, à savoir le centre de l'Espagne et plus particulièrement Tolède au XIIe et XIIIe siècle. Aujourd'hui, par contre, nous allons remonter plus haut dans le temps, puisque mon intention est de vous parler de la Sicile musulmane du IXe au XIe siècle. C'est une terre de culture, il faut d'abord le savoir. C'est une terre où de nombreuses civilisations se sont croisées, se sont mélangées, pas toujours sans incident d'ailleurs, il ne faudrait pas avoir une vision idyllique du passé, et c'est ce que nous allons étudier maintenant. La période considérée ici débute en 826 et se termine en 1071. La Sicile avait été, au 7e siècle de notre ère, un moment la capitale de l'Empire byzantin. Et quand je dis la Sicile, je dois préciser qu'il s'agissait de Syracuse, ce que l'on ignore parfois. La Sicile était donc une province byzantine, avec un gouverneur. En 826, un gouverneur fait appel aux musulmans de Kérouan, donc en Tunisie, et ça va être le départ de la conquête musulmane. Un événement un peu semblable va se passer en 1061, lorsque ce sont les musulmans qui vont faire appel cette fois non plus aux Byzantins, mais aux Normands pour les aider. Et ce sera le début donc de la conquête normande cette fois. En 826 donc, les musulmans, enfin des volontaires qui viennent de Kérouan, débarquent à l'ouest de l'île, à Marsala, et vont conquérir l'île, non sans mal, il leur faudra plusieurs décennies. C'est seulement une cinquantaine d'années plus tard que Syracuse, qui avait été la capitale de l'Empire byzantin à une certaine époque, sera prise,
donc un demi-siècle plus tard, donc dans les années 870-880. Et encore, en 910, il y aura une révolte de Grecs qui se trouve dans le nord-est. Parce qu'il faut savoir qu'en Sicile, vous n'aviez pas que des Siciliens, donc des Italiens, vous aviez bien sûr des Grecs, comme dans le sud de l'Italie, et ceci depuis l'Antiquité, donc depuis plus d'un millier d'années, voire plus, voire 1000, attendez, il faut bien monter à presque 1500 ans. La conquête va être violente, mais ce qui va l'adoucir, c'est une immigration des différents coins de l'Empire abbasside, puisque ce sont les Abbassides qui règnent à ce moment-là sur l'Empire musulman à Bagdad. Ces musulmans viennent donc de Syrie, ils viennent d'Égypte, ils viennent d'Afrique du Nord, ils viennent même de plus loin, ils viennent d'Irak, ils viennent d'Iran, voire d'Inde. Ceci va permettre une acculturation plus facile, qui va se faire, je dirais, par syncrétisme, par osmose plutôt, mais aussi par la conversion d'un certain nombre de, entre guillemets, Siciliens. Le commerce va se développer pendant donc ce 9e siècle et au début du 10e siècle, par la suite aussi d'ailleurs. Et on va, à Palerme plus particulièrement, le trouver aux mains, outre les musulmans, des Juifs et des Amalfitains. Les Juifs, à ce moment-là, s'établissent et sont déjà en partie établis dans cette région. Ils viennent de différentes régions de l'Empire musulman et ils vont échanger de la soie, des épices, du coton. Ils vont aussi s'adonner au commerce de l'argent. Ils vont y établir une certaine vie culturelle d'ailleurs, et religieuse. Les Amalfitains, eux, proviennent de cette région autonome à proximité du duché de Naples et sont, bien qu'amis des Byzantins, tout à fait acceptés sans difficulté. Ils ne représentent pas de danger. Mais au début du Xe siècle, se produit à Kairouan une révolution où les partisans des Abbassides sont éliminés, sont battus. Jusqu'alors, la Sicile dépendait de Kairouan, et derrière Kairouan, vous aviez le
calife abbasside de Bagdad. C'est donc un nouveau pouvoir qui se met en place. Ils vont bientôt prendre Palerme. Ces abbassides, ces Fatimides, à l'inverse des abbassides, ne sont pas des sunnites, mais sont des chiites. C'est deuxième grande famille spirituelle de l'islam. Vous savez peut-être que les chiites, et donc plus particulièrement les Fatimides, se réfèrent à Ali, qui a été tué lors d'une célèbre bataille. Il était lui-même le mari de la fille de Mahomet qui s'appelait Fatima, d'où leur nom de Fatimide, bien entendu. Les Fatimides n'acceptent pas la succession de Mahomet telle qu'elle a été organisée, c'est-à-dire qu'après les 4 compagnons immédiats de Mahomet avaient succédé les Omeyyades. Les Fatimides considèrent que des imams ont succédé légitimement à Mahomet. Les chiites eux-mêmes vont se diviser en 2 branches, ceux qui estiment qu'il y a eu 12 imams légitimes, d'autres 7 seulement. Les Fatimides font partie de ceux qui estiment que 7 imams légitimes ont succédé à Mahomet et que donc les Omeyyades et les Abbassides n'ont pas eu et n'ont pas de légitimité. Il s'agit d'un courant qui est nettement plus mystique que celui des sunnites. C'est un courant spirituel également qui, et plus particulièrement à Palerme, est de tendance philosophique platonicienne. Il ne faut pas oublier en effet que les philosophes grecs de l'Antiquité, en particulier Platon, ont fortement influencé la philosophie islamique. Lorsqu'ils s'installent à Palerme, les Fatimides ont un projet urbanistique qui est guidé par des considérations de défense sur le plan militaire. Ils établissent leur propre forteresse un peu en retrait du centre-ville, et cette forteresse va servir de modèle lorsque, à partir de Kérouan, ils partiront vers l'Égypte à la conquête du Caire, où ils vont établir leur dynastie. La ville de Palerme fait dès lors l'objet d'un véritable projet urbanistique avec une rue centrale, avec également une mosquée centrale, et donc il s'agit un petit peu d'une cité ou de ville idéale qui reflète leur pensée politique. Je vous ai dit dans mon introduction que la Méditerranée, à certains moments de son histoire, a été tantôt un lieu d'échange,
porosité, de perméabilité, où ces échanges se faisaient facilement, où donc la Méditerranée a été un lieu de rencontre entre des religions, entre des cultures et des civilisations différentes, et à d'autres moments, lorsqu'il y avait crispation, la Méditerranée a pu constituer une frontière, ce qu'elle est devenue depuis quelques années. La Sicile, justement parce qu'elle va devoir constituer un avant-poste de l'islam en Méditerranée, contre d'une part les Byzantins et contre d'autre part l'empereur germanique, eh bien cette Sicile va être réorganisée en termes d'habitat. Effectivement, l'habitat était relativement dispersé, il y avait des villes bien entendu, mais les Fatimides vont décider que tous les habitants de l'île, les Siciliens, vont devoir être regroupés dans une centaine de villes pour que la défense puisse être efficace dans l'hypothèse d'une invasion ou d'une conquête extérieure. On assiste donc à ce que l'on appelle, dans un terme un peu savant italien, l'incastellamento, l'encastellement, si vous voulez. Dans le mot incastellamento, vous avez le mot castel, le mot château, si vous voulez, qui signifie quoi? Eh bien, ça signifie en fait que ces villes vont toutes posséder, donc près d'une centaine, un château qui servira de protection pour la population. Ceci va avoir des conséquences sociologiques et je dirais même économiques. Quelles sont tout d'abord les conséquences sociales? Eh bien, tout d'abord que ces liens sociaux vont être reconfigurés. Il va y avoir une perte de la solidarité clanique et de nouvelles solidarités qui vont s'établir au sein de ces petits mondes urbains. Ensuite, sur le plan religieux maintenant, ceci va permettre, grâce au regroupement, de mieux encadrer la population et de mieux l'endoctriner. Enfin, et peut-être surtout, conséquences économiques. Conséquences économiques, c'est que va s'opérer une véritable, après 965, donc date de ce regroupement de la population sicilienne dans cette centaine de villes, va s'opérer également une véritable révolution donc agricole, et cette révolution agricole ne sera pas sans conséquences. On va cultiver différemment
et d'autres choses aussi, autrement. En Sicile, on va importer un certain nombre de plantes qui étaient d'ailleurs expérimentées en Irak et en Iran, de végétaux divers, et ceci nous importe beaucoup, car vous savez que pour manger sain, on vous dira encore à l'heure actuelle, de manger plutôt méditerranéen. Et non pas de manger à la manière des Français du Nord, des Allemands, des Anglais ou des Belges, tout simplement. La consommation de viande est assez abondante. Si je prends quelques exemples, on va importer des aubergines, on va importer des artichauts, tous des produits que nous avons l'habitude de voir dans nos grandes surfaces, mais les artichauts, les aubergines, ça ne vient pas de nos régions, je vous signale. Également des fraises. Et bien d'autres produits d'ailleurs, que nous avons l'habitude de manger justement quand on veut manger sain, et qui n'étaient pas utilisés, en tout cas en Europe jusqu'alors. Ceci va modifier également la manière, pas seulement de se nourrir, mais de faire la cuisine. Il y a des nouvelles habitudes alimentaires qui vont être mises en place, et je pense en particulier quelque chose qui nous est tout à fait familier et auquel on ne pense plus, c'est qu'en Sicile, à ce moment-là, parce que la Sicile, on pense plutôt, quand on pense à la Sicile et à Naples, on pense plutôt aux pizzas, mais il n'y a pas que les pizzas. Il y a aussi le fait qu'on expérimente à ce moment-là le fait qu'il y a un certain ordre dans lequel on doit ingurgiter la nourriture, un ordre savant. On va commencer par manger le salé et puis le sucré. Ça nous paraît évident, mais vous remarquez que quand vous mangez, les fruits, on les mange à la fin. Les gâteaux, le chocolat, on mange ça à la fin. Ça nous paraît tellement évident, mais il y a des explications de type culturel et de type historique à tout cela. Cela ne va pas de soi, a priori. On va, de manière savante également, raisonner sur la quantité et l'ordre dans lequel on va manger du sec et de l'humide, du chaud et du froid. Si je vous dis tout ceci, c'est parce que la culture alimentaire, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas tellement dans les cours d'histoire. Et que les révolutions culinaires sont aussi importantes que les rendements que l'on peut effectuer au moment des récoltes ou des vendanges. Ce que par contre on enseigne. Nous passons maintenant à un troisième point. Après avoir décrit, circonscrit les éléments démographiques qui induisent des modifications sur le plan sociologique et sur le plan religieux, et enfin sur le plan économique, on va voir un petit peu quelles sont les modifications qui apparaissent sur le plan culturel. Alors sur le plan culturel, au sens plus large cette fois,
Je vous ai dit tout à l'heure que l'islam qui s'installe en Sicile, c'est un islam chiite, de type mystique, mais ça concerne les intellectuels. Mais il y a à côté de cela une volonté de pratiquer un arabe qui soit un arabe parfait, correct. Et les grammairiens vont s'y appliquer. Donc ce n'est pas parce que l'on se trouve dans une région frontière de l'islam que pour autant on va parler un dialecte qui serait un mélange de patois sicilien, de dialecte sicilien et d'autre part de dialecte arabe. Parce que quand je dis arabe, n'oubliez pas que lorsque les musulmans conquièrent l'île, il n'y a pas que des Arabes, justement. Il y a des Berbères, il y a des Kabyles. Et donc, il ne faut pas imaginer que tous les musulmans qui arrivent soient unifiés, culturellement parlant. Donc, vous voyez que musulman n'est pas synonyme de sunnite, et que musulman n'est pas synonyme d'arabe. Et il faut constamment rappeler cet aspect des choses, pour ne pas avoir une vision comme ça binaire, où l'on présente d'une part une chrétienté orthodoxe, mais enfin je veux dire orthodoxe, pas dans le sens byzantin du terme, mais latin du terme, et d'autre part une sorte d'islam unifié. Ce n'est pas le cas du tout. La diversité existe en islam de la même manière, sur le plan ethnique, sur le plan religieux, sur le plan artistique aussi, de la même manière que, vous savez qu'en 1054, c'est à la fin de notre période, va s'opérer le fameux schisme, le schisme d'Orient, qui va séparer les orthodoxes des catholiques. Donc on est dans un monde beaucoup plus divers, et le fait que la Sicile soit une forteresse sur le plan militaire ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'un lieu où culturellement les échanges ne soient pas possibles. Je vous ai dit que sur le plan du commerce, là les échanges se font très facilement. Je vous ai parlé des Juifs et des Amalfitains tout à l'heure dans le cas de Palerme. Alors maintenant, comment les choses vont évoluer? Mais les choses vont évoluer de la manière suivante. C'est que ce pouvoir musulman, il n'est pas éternel. Je vous ai dit que la conquête de l'île date de 826, le débarquement a lieu donc à Marsala, donc sur la pointe extrême occidentale de l'île, et en 1061, vous allez avoir un autre débarquement au nord-est, à l'extrême nord-est de la Sicile, à savoir Messine. Puisque dans un premier cas, il s'agit d'un débarquement qui vient de Tunisie, de Kérouan, alors ici, il s'agit d'un débarquement dont les conquérants sont originaires du sud de l'Italie, à savoir les Pouilles. Voyons un petit peu maintenant comment les choses vont se passer. Vous savez, en histoire, les choses sont souvent plus complexes qu'on ne veut bien les expliquer. On présente souvent la fin des civilisations par des causes externes. Mais il y a souvent des causes internes qui préparent, je dirais, ce qu'on appelle, de manière abusive, souvent des invasions ou des conquêtes, même si celles-ci ont bien eu lieu. Il ne s'agit pas de nier les événements d'ordre militaire. Sur le plan interne, en Sicile,
choses ne se passaient pas si bien que cela. Il y avait des rivalités entre les musulmans eux-mêmes, entre les émirs et entre les différentes factions politiques et religieuses que j'ai pu décrire tout à l'heure. Donc, lorsqu'en 1061, les Normands débarquent, c'est à la demande d'un prince musulman, de la même manière que c'était un gouverneur byzantin qui, en 826, avait appelé les musulmans de Kérouan. La conquête par les Normands sera longue, de la même manière que la conquête des musulmans avait été longue. Je vous ai dit, rappelez-vous qu'en 826, il y a le débarquement à Marsala, mais qu'il y a encore des soulèvements, une révolte désespérée, d'ailleurs en 910, de la part des Grecs du nord-est et des montagnes du nord-est de la Sicile. Donc bien après, 80 ans après. Eh bien, de la même manière, cette conquête de la Sicile par les Normands sera longue, même très longue. 10 ans après le débarquement, en 1071, Palerme est prise et conquise par les Normands. Mais il faudra attendre 1240 pour que les dernières révoltes de musulmans siciliens soient matées. Et quand je dis musulmans siciliens, ce n'est pas par hasard que j'accole ces deux termes-là. Parce que ces musulmans, il ne faut pas imaginer que c'était tous des Arabes et des Berbères. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure d'acculturation. Je vous ai parlé également tout à l'heure de conversion. L'islam avait un attrait pour beaucoup de populations. Et donc, les musulmans qui vont être déportés en 1240 à Lucera, dans les Pouilles, donc dans le sud, dans la botte de l'Italie, dans le sud, ce ne sont pas obligatoirement des Berbères ou des Arabes, vous avez des Italiens, quoi, des Siciliens, enfin, le terme est anachronique de parler d'italien, mais enfin, des Siciliens tout simplement. Si on doit faire maintenant un bilan de tout ceci, entre-temps d'ailleurs, les Normands avaient été relayés par les empereurs germaniques, parce que à la suite d'héritage dynastique, Frédéric Ier de Hohenstaufen et Frédéric II de Hohenstaufen, excusez-moi, c'est Frédéric, Frédéric Barberousse, oui c'est ça. Attendez, c'est lequel maintenant? Non, c'est Frédéric II Barberousse. Maintenant, je ne sais plus lequel des deux était Barberousse. Vous voyez, oui, c'est Frédéric. Maintenant, je sais plus. Enfin, ça m'arrive comme ça d'avoir des petits trous de mémoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'empereur germanique, c'est donc, oui, c'est Frédéric Barberousse, que je ne dise pas de bêtises, je vais quand même regarder parce que je m'inquiète un petit peu sur ma mémoire, et comme je n'aime pas dire des bêtises, oui, en tout cas, sous Frédéric II, alors je préfère ne pas donner. Oui, c'est le premier qui est Frédéric Barberousse. Ce n'est pas indiqué ici, mais c'est Frédéric Ier Barberousse et Frédéric II d'Hohenstaufen. Eh bien, Frédéric II, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais enfin puisque je suis dessus, je lâche mon morceau. Frédéric II, donc l'empereur germanique, successeur de ces rois normands, a lui-même créé des villes et des localités. Il y en a une que vous connaissez certainement et qui se situe entre Palerme et Agrigent, pratiquement à mi-chemin, à l'intérieur donc
de la Sicile elle-même, à l'intérieur des terres. Et vous la connaissez certainement par le film The Good Father de Francis Ford Coppola, donc Le Parrain. Vous vous souvenez du nom de cette... On la voit longuement, d'ailleurs, cette localité, cette petite ville dans le film. Et le parrain, justement, puisqu'il n'avait pas de nom, il avait donné le nom, d'ailleurs, quand il est arrivé sur Ellis Island, sauf vers ma part, il a donné le nom de la localité d'où il provenait. Ça ne vous dit rien, le nom de cette localité. Et c'est son propre nom. Il en est devenu son propre nom, c'est Corleone. Corleone, c'est une localité qui a été fondée donc, au début donc, du XIIIe siècle, dans la première moitié du XIIIe siècle, par Frédéric II. Donc, si je parlais de ça, c'est pour vous dire que la Sicile a connu donc de nombreuses dominations successives, mais qui n'en demeure pas moins, pour la période qui nous concerne ici directement. C'est-à-dire la période qui s'étend du 9e au 11e siècle. Donc, pour donner des dates extrêmes, 826-1071. Je ne prends pas la date tout à fait extrême, donc de 1240, lorsque ces derniers musulmans siciliens libres sont embarqués et déportés à Lucera, dans les Pouilles. Eh bien, pour la période qui nous concerne, si l'on fait le bilan, on peut parler d'une véritable acculturation. Donc ça veut dire que, si vous faites le calcul, ça veut dire 2 siècles et demi, c'est ça? En 250 ans, la Sicile a été profondément islamisée, voire arabisée sur le plan linguistique. Cette Sicile est solide. Vous trouvez dans cette Sicile tout d'abord un urbanisme avec des rues droites. Sur le plan sociologique ou des rapports juridiques entre les paysans et leurs dominants, vous trouvez en fait une paysannerie organisée en communauté qui ne se laisse pas faire du tout. Paysans qui sont parvenus, dans le cadre d'un rapport de force qu'ils établissent, à réduire au maximum l'impôt qui devait donc à leurs dominants musulmans. Et donc, ce qui explique en fait la fin de cette période culturelle tellement importante pour les Siciliens, parce qu'on l'ignore souvent, que les Siciliens ont été musulmans pendant longtemps. Ceci dit, à côté des musulmans, les chrétiens pouvaient continuer en tout cas à certaines périodes, à exercer leur religion. Il y avait toujours des catholiques, il y avait toujours des orthodoxes, surtout. N'oubliez pas que les Grecs étaient orthodoxes, à l'époque byzantine. Donc on est dans une période un petit peu particulière. Et donc ce qui explique la fin de cette civilisation musulmane en Sicile, c'est essentiellement la faiblesse du pouvoir politique des émirs, des dirigeants musulmans au milieu du XIe siècle, qui connaissent des rivalités entre eux, qui se disputent, au point que l'un d'entre eux va faire appel aux Normands.
Je vais maintenant reprendre certains éléments qui se trouvent au tableau pour fixer définitivement les choses. Je crois que ça devrait être. Voilà, donc le plan, j'ai bien expliqué quels étaient donc les principaux éléments de cette conquête musulmane, qui a été violente, oui, mais où l'islamisation, l'acculturation a pu se faire sans trop de difficultés. Je vous expliquais également que l'île avait pu être unifiée tant sur le plan religieux que sur le plan culturel. Je vous en ai donné plusieurs exemples et je vais vous y montrer qu'en 965, le regroupement des populations siciliennes dans une centaine de villes a joué un rôle moteur quant à la réorganisation de la société par la disparition des solidarités claniques. Je vous ai montré également que, à l'époque musulmane, il va y avoir une véritable révolution agricole qui va induire de nouveaux comportements en matière d'alimentation et culinaire. Je vous ai expliqué également que l'arabe ou la langue qui va être utilisée en Sicile sera une langue très classique. Je vous ai expliqué aussi qu'à Palerme même, sur le plan intellectuel, ce sont donc des chiites qui ont pris le pouvoir, que la théologie officielle, c'est donc celle que l'on trouve sous une forme un peu semblable à celle de l'Iran actuel, bien qu'il y ait des différences, hein, bien entendu. C'est au XVIe siècle que le chiisme va devenir d'ailleurs la religion officielle de l'Iran, donc c'est beaucoup plus tardif. En matière d'urbanisme, je vous ai expliqué que les musulmans, les Fatimides plus particulièrement, ont construit une forteresse et que la cité qu'ils ont construite correspond à un projet politique. Je vous ai enfin montré dans l'extrême fin de mon exposé que ce sont essentiellement des causes internes qui expliquent la fin de cette civilisation musulmane en Sicile et non pas des phénomènes culturels, et que l'élément militaire, il intervient bien évidemment, mais il se fait à l'appel d'un prince musulman. Regardez ici, là, je vais descendre un petit peu pour des questions de luminosité. Donc voilà. Alors, on reprend ça. Donc, 826, débarquement des musulmans à Marcella. Vous voyez que c'est tout à fait à l'extrême ouest de la Sicile. Révolte des Grecs en 910 dans le nord-est de l'île, donc dans cette région-ci, région montagneuse. 917, conquête de Palerme par les Fatimides. 965, regroupement des populations dans une centaine de villes. 1061, débarquement des Normands à Messine, dans la pointe nord-est de l'île. 1071, conquête de Palerme par les Normands. Et enfin, 1240, déportation des derniers musulmans libres dans les Pouilles, c'est-à-dire dans le sud de la Motte italienne. Maintenant, il me reste à vous montrer quelques livres. Vous avez peut-être remarqué que le cours s'est donné dans des conditions très difficiles, puisqu'il y avait un bruit assez important dans les couloirs et dans l'auditoire, le local à côté. Hein? Donc là, au niveau de ma concentration, ça n'a pas été évident. J'espère que ça ne va pas parasiter l'enregistrement. Alors,
Ouvrages très généraux. Hein. Bernard Lewis, Comment l'islam a découvert l'Europe, chez Tel Gallimard. Alors, des deux Sourdelles, hein, c'est Dominique et, je sais plus, c'est Janine, je crois, Sourdelle. Donc, La civilisation de l'islam classique, chez Artaud. De Robert Montrand, L'expansion musulmane, 7e, 11e siècle, dans la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France. De Louis Gardet, Les hommes de l'histoire, de l'islam, approche des mentalités aux éditions complexes. Excellent livre, que je vous recommande vivement, intelligent, agréable à lire. Alors, un numéro qui date d'il y a de 1993, donc ça date quand même un petit peu, ça fait 23 ans. Palerme, 1070-1492, donc ça couvre le Moyen-Âge. C'est un recueil en fait de chapitres qui ont des auteurs différents. Alors, la leçon inaugurale de Pierre Toubert, dont je vous reparlerai vendredi. Il était titulaire de la chaire d'histoire de l'Occident méditerranéen au Moyen-Âge. Excellent, à lire de toute urgence. La même leçon a été enregistrée et est disponible par un éditeur qui s'appelle Le Livre qui parle. Un CD, 1 heure. C'est la même leçon. Hein. Alors, l'Italie au Moyen-Âge, 5e, 15e siècle, Jean-Pierre Delumeau, Isabelle Euland-Donat, chez Hachette Supérieur. Alors, vous remarquerez que je vous ai parlé d'alimentation, donc je vous conseille, même si pour la période qui nous intéresse, l'islam n'est pas repris dedans, Une histoire politique de l'alimentation du Paléolithique à nos jours de Paul Ariès, éditeur Max Milo. Alors je crois qu'en couverture, même certainement, ça doit être un tableau d'Archimboldo. Et enfin, parce que je trouve que la comparaison vaut vraiment la peine, et j'ai retrouvé des tas d'éléments similaires avec ce que j'ai pu lire dans l'ouvrage de Christophe Picard, Le Portugal musulman 8e, 13e siècle, l'Occident d'Al-Andalus sous domination islamique, Maisonneuve et Laros en particulier pour tout ce qui concerne la sociologie. Voilà, je me réserve pour plus tard pour faire une leçon sur le Portugal musulman qui n'est jamais traité non plus dans les programmes. On parle toujours de l'Espagne de la Reconquista. C'est vrai que je vais vous parler de Tolède vendredi et que je vais donc abonder dans ce que je suis en train de condamner. Mais enfin, le Portugal mérite également toute notre attention. J'ai dit.